394 Eye of the Storm. Lumian attendait également avec impatience que les membres de l'équipe du Poisson d'Avril abandonné se souviennent de détails utiles. Il a hoché la tête et a répondu « Compris ». Madame la magicienne fixa son regard sur lui pendant quelques instants, perdue dans ses pensées. À l'avenir, si je vous confie une mission qui vous semble clairement problématique, vous avez la possibilité soit de la rejeter, soit d'en discuter en face à face avec moi tout en contactant discrètement les autres titulaires de la carte arcane majeure. Pourquoi? Lumian était un peu confus. Ce faisant, Madame la magicienne n'impliquait-elle pas que quelque chose pourrait lui arriver? Le magicien rit avec autodérision. Parce que je suis un individu à haut risque, sensible à l'influence des dînes célestes. Les dînes célestes occupent la position la plus élevée dans les voies du voyant, du maraudeur et de l'apprenti. Plus la séquence beyondée correspondante est élevée, plus la personne est susceptible à son influence. Tout le monde porte en lui un ancien, voyez-vous. Et en tant qu'au-delà de la voie de l'apprenti de haut niveau et croyant au fou, il est naturel pour moi d'être parfois égaré, trompé ou trompé par les dînes célestes. Bien sûr, Monsieur Fou lui-même se situe également au sommet de ces trois voies, c'est pourquoi il s'oppose aux dînes célestes. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. La plupart du temps, je suis sous l'influence de Monsieur Fou. Il n'y aura rien de mal avec mon état, mais des anomalies occasionnelles pourraient survenir. Cela revient à prier sans rituel ou à invoquer un nom au-delà de ces trois lignes. Tout cela peut attirer l'attention du digne céleste et inviter sa réponse, potentiellement engendrant des dangers cachés. Les individus de haut rang dans les voies du voyant, du maraudeur et de l'apprenti sont plus proches du digne céleste et de Monsieur Fou. Même si l'on suit toutes les procédures habituelles, il y a toujours une chance que quelque chose se passe mal. Lumian saisit les instructions de Madame Magicienne avant de se rendre compte que ses paroles révélaient des informations mystiques qui défiaient le bon sens. Monsieur Fou et le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions pourraient simultanément détenir le summum de trois voies. Normalement, atteindre la séquence 0 dans un chemin marquait quelqu'un comme un vrai dieu. Alors, quel titre portait l'individu au sommet des trois voies? Une grande existence? Pour la première fois, Lumian commença à comprendre que Monsieur Fou et le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions pouvaient surpasser même les vrais dieux comme l'éternel soleil flamboyant. De même, le père d'Amon, l'ancien dieu soleil, doit appartenir à cet échelon. Après tout, la moitié de son héritage avait donné naissance à celui auquel croyait l'ordre Aurore. Bientôt, Lumian se souvint des descriptions distinctes des différentes divinités faites par Madame la magicienne. Le simple fait de connaître leur existence et d'invoquer leurs noms honorifiques pourrait corrompre certaines divinités, les obligeant à subir des mutations ou à les mettre en péril. Certaines divinités pouvaient être mentionnées en termes généraux, à condition que l'on s'abstienne de prononcer leurs noms honorifiques au-delà des trois lignes du langage des Beyondés, évitant ainsi d'attirer leur attention. Cela représente probablement la division entre les divinités. M. le Fou et le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions occupent trois voies voisines et interchangeables. Est-ce une condition cachée pour maîtriser un parcours composite? Lumian n'osait pas aller plus loin, craignant qu'en savoir trop puisse entraîner des conséquences inattendues. Quant à Madame Magicienne appartenant au parcours apprenti, il avait anticipé. Les grimoires d'Aurore mentionnaient que les apprentis de la séquence 9 de ce parcours excellaient à ouvrir des portes. Les séquences 7 étaient connues sous le nom d'astrologue, ce qui correspondait au comportement habituel de Madame la Magicienne et à ses références occasionnelles, à l'astrologie, la divination et le destin. Compris, répondit Lumian. Il a ensuite expliqué son plan. S'il ne parvenait pas à éliminer Loki dans les 2 mois, il avait l'intention d'utiliser les processus internes de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang pour déménager du quartier du marché, ainsi que le problème de dissimulation de la marque scellée sur son corps. Le magicien était très compréhensif. Pas de problème. Même si tu peux aussi m'écrire et t'utiliser comme appât, Loki aura peut-être la patience d'attendre encore quelques mois, et je ne pourrai pas toujours être avec toi. Quant à l'émission du sceau, si vous ne l'activez pas activement, seuls les au-delà des voies du voyant, de l'apprenti et du maraudeur qui croient au digne céleste peuvent le ressentir directement. Ceci est différent de l'aura incontrôlable du digne céleste. Si vous avez besoin de quelque chose rapidement, cherchez la protection angélique de Monsieur Imbécile ou écrivez-moi. Je vais créer un charme qui pourra sauvegarder des secrets. C'est la meilleure façon de gérer l'aura du digne céleste sur le 2 de coupe pour le moment. Heureusement, les dieux maléfiques comme l'arbre mère du désir n'accordent plus une attention particulière aux gens comme eux. Lumian poussa un soupir de soulagement et demanda. Puis-je partager les informations que vous venez de mentionner sur le digne céleste avec le 2 de coupe? Magicien a décliné sa demande, expliquant, son titulaire de la carte arcane majeure lui donnera une explication simplifiée, mais elle ne sera pas aussi claire que ce que je viens de dire. Elle n'en sait pas assez non plus. Si vous révélez tout ce que j'ai partagé avec vous, cela pourrait la mettre en danger. Lumian n'insista pas plus loin et regarda Madame la magicienne utiliser la lumière des étoiles pour créer une porte de rêve. Elle l'a franchie et a disparu. Le verre insonorisé de la pièce a retrouvé son état d'origine et le clair de lune cramoisie s'est répandu à travers la fenêtre, projetant une lueur sur la table avec la lampe au carbure. Lumian s'installa près du lit, son esprit s'emballant, et il ne put s'empêcher de se rappeler la description de Loki de ses exploits contre Aurore. Prenant une profonde inspiration,
Il décida de sa prochaine action, digérer la potion pyromane. Quartier du Jardin botanique, rue Pasteur. À l'aube, Franca et Jenna retournèrent au quartier du marché le long de cette rue. Pour le moment, Franca n'avait pas trouvé comment aborder le sujet de la situation dangereuse de la nuit dernière avec Jenna. Elle a utilisé l'excuse que le frère de Jenna était à la maison et pourrait les entendre, alors elle a décidé de retarder la conversation jusqu'à ce soir. De retour avenue du marché, Jenna lui dit au revoir et se dirigea vers le théâtre de l'ancienne cage à pigeons. Cependant, avant de pouvoir entrer dans le bâtiment modifié de 3 étages en briques rouges, elle a remarqué des graffitis dans un coin, ressemblant presque à l'œuvre d'un enfant. Cela servait de signe que les purificateurs appelaient à une réunion urgente, avec des détails sur l'heure et le lieu. Jenna détourna naturellement son regard et entra dans le théâtre de l'ancienne cage à pigeons. Après une quinzaine de minutes, dans son rôle d'amante du patron, elle est sortie par la porte arrière sans aucune entrave et est arrivée dans une ruelle isolée près de l'église Saint-Robert. Peu de temps après, Valentine et Imré sont apparus. Le premier n'a pas perdu de temps en plaisanterie et est allé droit au but en demandant « Avez-vous reçu des nouvelles de l'aura terrifiante d'hier soir ?» Jenna était perplexe. « Quelle aura terrifiante ? Vous ne l'avez pas sentie ?» Imré, qui avait un héritage du continent sud, s'enquit avec un sourcil plissé. « Vous n'avez fait aucun cauchemar ?» Jenna secoua la tête. « Je n'étais pas dans le quartier du marché hier soir. Je suis rentrée chez moi pour rendre visite à mon frère. » « Est-ce vrai ?» Imré a examiné l'expression de Jenna et a conclu qu'elle disait la vérité. Elle n'avait vraiment aucune connaissance de l'aura terrifiante. Les 2 purificateurs ont brièvement raconté l'apparition soudaine d'une aura terrifiante et violente la nuit précédente rue des Blouses Blanches, invitant Jenna à être plus vigilante envers toute personne affichant un comportement inhabituel ces derniers temps. Jenna a accepté et a demandé avec curiosité « Cette aura était-elle très visible ? Pourquoi avez-vous pu la sentir même depuis la cathédrale ?» « C'est difficile à décrire, admit Imré. Si jamais vous avez la chance d'en faire l'expérience, vous comprendrez. Lui-même ne pouvait pas pleinement comprendre l'étendue de l'influence de cette aura terrifiante. Après avoir fait ses adieux aux 2 purificateurs et être retourné au théâtre de l'ancienne cage à pigeons, les pensées de Jenna se sont tournées vers Franca, qui avait agi étrangement la nuit dernière. Elle avait mentionné le danger de manière énigmatique et avait conseillé à Jenna de rentrer chez elle pendant un moment. Finalement, elle était venue partager son lit tard dans la nuit, expliquant que quelque chose s'était passé rue des Blouses Blanches et qu'elle ne pouvait pas revenir. Cette aura terrifiante était apparue rue des Blouses Blanches. Jenna hocha la tête, reconstituant les choses. Pendant ce temps, Franca finissait son café et retournait à son appartement de la rue des Blouses Blanches, qui avait retrouvé son état habituel. Cependant, en ouvrant la porte de l'appartement 601, elle a remarqué que la soie d'araignée, invisible qu'elle avait cachée dans la fissure était tombée. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, quelqu'un était entré. L'instant d'après, elle a repéré quelqu'un assis dans son fauteuil inclinable. C'était Gardner Martin. Un homme avec des traits du visage distincts, des yeux rouges brunâtres et une attitude géniale. Quelques mèches de cheveux gris ornaient ses tempes. Surpris, Franca s'est exclamé « Pourquoi es-tu ici ?» Elle était soulagée de ne pas être revenue avec Lumian. Gardner Martin a demandé, perplexe « Que pensez-vous de l'aura d'hier soir ?» « Quelle aura ?» Franca était perplexe. Gardner Martin, vêtu d'un costume formel sans nœud papillon, a examiné Franca de près et a expliqué « Une aura terrifiante puant le sang et la rouille. » Quand est-ce arrivé ? Franca se souvint et secoua la tête. J'étais chez Jenna hier soir. Je n'étais pas dans le quartier du marché. Gardner Martin hocha lentement la tête et sourit. Pas étonnant que vous ne l'ayez pas ressenti. À partiel, Madame Ella et moi traitant de Loki, est-ce qu'il s'est passé autre chose la nuit dernière ? Franca se dirigea vers la table basse avec confusion, prit sa tasse et but une gorgée d'eau. Que s'est-il passé ? Gardner Martin se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la rue des Blouses Blanches. Tard hier soir, une aura violente et terrifiante a émergé du bâtiment 6 de cette rue. Cela a duré près de 10 secondes. Bâtiment 6 ? Bâtiment 6 ? Franca a failli s'étouffer avec sa propre salive. N'est-ce pas la planque que j'avais louée auprès d'un commerçant Loen qui avait déjà quitté Trèves ? N'est-ce pas là que j'ai combattu Loki la nuit dernière ? Madame est là ou Loki aurait-il pu provoquer tout ce tumulte ? Où était ce ciel ? Franca a rapidement retrouvé son calme avant que Gardner Martin ne se retourne. Elle avait l'impression d'avoir manqué de nombreux détails cruciaux à cause de son évanouissement. Rue Anarchie, auberge du Coq Doré. Lumian, qui revenait tout juste de ses exercices matinaux, venait de se changer et se dirigeait vers le hall du 1er étage lorsqu'il rencontra Anthony Reed, qui avait été profondément absorbé par son enquête concernant la veuve et l'enfant du général Philippe. Le psychiatre a jeté un coup d'œil à Lumian et a demandé « Que s'est-il passé dans le quartier du marché la nuit dernière ?» De nombreuses personnes ont tenté de m'acheter des informations à ce sujet. Lumian rit. Peut-être qu'une étrange aura éclaté de la rue des Blouses Blanches.